Merci beaucoup. J'aimerais commencer notre intervention en reconnaissant que les terres sur lesquelles nous sommes réunis euh, font partie du territoire traditionnel et non cédé des peuples Mi'kmaq, Wolastoqivik et Passamaquoddy. Donc, merci beaucoup de nous entendre aujourd'hui. Moi, c'est Céline Surette et je suis professeure de chimie environnementale et mon expertise est vraiment sur les contaminants et le lien entre la santé et l'environnement. Et je passe la parole à mon collègue. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Luc Tremblay. Je suis professeur de chimie également au département de chimie et biochimie. Je travaille depuis 25 ans sur le devenir de la matière organique dans l'environnement, en particulier dans les milieux aquatiques, et j'ai déjà travaillé sur les contaminants organiques. Donc, tout d'abord, Céline et moi, on aimerait dire que notre présence est motivée par notre préoccupation vis-à-vis l'usage important qu'on fait du glyphosate au Nouveau-Brunswick, en particulier dans le milieu forestier. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on va dire qui s'appliquent également à d'autres pesticides et il y a beaucoup de choses qu'on va dire aussi qui s'appliquent à d'autres usages que le milieu forestier, par exemple en agriculture et l'usage domestique. Céline et moi, on croit qu'il est important que les scientifiques du Nouveau-Brunswick participent au débat et on espère que notre expertise et notre humble contribution aujourd'hui va aider le comité dans ses réflexions. Et on vous remercie de cette opportunité. Donc, ceux qui ne le savent pas déjà, je veux parler du mécanisme de toxicité aiguë du glyphosate. Comment est-ce que le glyphosate fait pour tuer certains organismes? Ça, c'est bien connu. Plusieurs organismes vont utiliser une façon spéciale de faire les acides aminés. Les acides aminés, ce sont les blocs de construction des cellules. C'est un peu ce qu'on appelle les blocs de construction de la vie. Ces organismes-là vont utiliser une voie métabolique qui est spéciale et le glyphosate va bloquer une enzyme qui permet à ces organismes-là de faire des acides aminés. Étant donné que le glyphosate bloque cette enzyme-là, les organismes n'ont plus la capacité de faire des acides aminés, certains acides aminés, et ils vont mourir assez rapidement. Les mécanismes qui utilisent cette voie-là sont les plantes, les feuillus, les herbes sont particulièrement sensibles, mais il y a aussi plusieurs micro-organismes, des champignons, des bactéries, des algues. Étant donné que les animaux et les humains n'utilisent pas cette voie métabolique-là pour fabriquer des protéines, la toxicité aiguë du glyphosate, elle est beaucoup moindre chez les animaux et chez les humains. Ceci étant dit, quand on parle de toxicité aiguë, on parle de toxicité à court terme. Donc, il peut y avoir une toxicité à long terme et ça, c'est beaucoup moins connu. Et Céline va vous en parler un peu plus tard. Donc, quel effet va avoir le glyphosate dans les milieux naturels? Vous avez eu des intervenants qui vous ont parlé de la biodiversité, des écologistes qui connaissent beaucoup plus le domaine que moi, mais je voulais quand même le rappeler. Donc, bien sûr, le rôle du glyphosate, on utilise le glyphosate pour tuer certains organismes, donc les plantes qui sont à la base de la chaîne alimentaire et qui peuvent aussi créer des abris pour la faune, ce qui fait que utiliser du glyphosate à court terme va avoir bien sûr des effets sur la biodiversité. Mais on remarque dans la littérature aussi qu'à long terme, utiliser du glyphosate va changer le type d'espèces végétales et animales qu'on va trouver dans les forêts à long terme. Et aussi, ce qu'on remarque dans la littérature, c'est que dans les climats froids comme le nôtre, le glyphosate peut rester dans les sols pendant plus d'une année. Ce qu'on voit aussi dans la littérature, c'est que le glyphosate pourrait causer aussi un appauvrissement en nutriments dans les sols, parce que vous avez vu que le glyphosate peut tuer certains organismes, micro-organismes qui sont dans les sols. Parmi ces micro-organismes-là, on a ce qu'on appelle les fixateurs d'azote. Ce sont des micro-organismes qui sont les seuls à pouvoir prendre l'azote de l'atmosphère et le transformer en nitrate ou en ammonium qui peut être utilisé par la vie. Donc, bien sûr, si on tue ces organismes-là, on risque d'avoir un appauvrissement en nutriments azotés dans les sols. Il y a aussi le fait que le glyphosate a vraiment tendance à se lier chimiquement avec beaucoup d'autres choses, des molécules organiques, mais aussi des métaux et des minéraux, ce qui fait que si le glyphosate emprisonne ces minéraux-là, ils ne sont plus disponibles pour la vie. Par contre, on voit dans la littérature qu'il y a encore un manque de connaissances à ce niveau-là et on a besoin de recherche pour voir vraiment quel est l'effet réel au niveau de l'appauvrissement des sols. Il y a un autre risque pour lequel je ne vais pas m'attarder longtemps parce que ce n'est pas mon domaine, mais on voit émerger une problématique récemment. Des experts disent que en éliminant les feuillus dans nos forêts, on va avoir des feux de forêt qui vont être plus forts et
puis qui vont se propager plus rapidement et qui vont être plus difficiles à éteindre. Ce qui fait que nous, on pense que c'est quelque chose qui devrait être considéré et étudié, surtout dans le contexte qu'avec les changements climatiques, on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de feux de forêt. Là où je veux m'attarder plus, c'est parce que c'est plus mon expertise, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de la mobilité du contaminant dans l'environnement. Donc, est-ce que le glyphosate, une fois dans les forêts, peut se retrouver dans les cours d'eau? Le site Internet d'infoforêt.ca nous dit, et là je cite, « En raison de sa structure chimique, le glyphosate se lie rapidement aux particules du sol et il est très peu probable qu'il atteigne les eaux de surface ou qu'il s'infiltre dans les eaux souterraines. » Quand on regarde la littérature, on se rend compte que on retrouve du glyphosate dans les cours d'eau un peu partout à travers le monde. J'ai donné dans notre document écrit un tableau qui est en fait une revue de littérature. On remarque qu'on a observé du glyphosate en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe, et une grosse proportion des cours d'eau et même les eaux souterraines qui ont été analysées contiennent du glyphosate et parfois des glyphosates à des concentrations assez élevées qui vont jusqu'à 430 microgrammes par litre. Et donc, c'est la preuve que le glyphosate ne reste pas associé aux particules du sol et peut se déplacer dans les cours d'eau. C'est clair que dans ces études-là, on ne sait pas quelle est la contribution du glyphosate qui vient de l'agriculture et celle qui vient de la foresterie. Mais n'empêche que ça montre que le glyphosate peut se retrouver dans les cours d'eau. Qu'en est-il au Canada? La surveillance des pesticides, c'est un mandat d'Environnement Canada. Malheureusement, le dernier rapport d'Environnement Canada date de 2011. Mais dans ce rapport-là, on dit, et là je cite encore, « Le glyphosate est l'ingrédient actif le plus vendu dans 4 des 5 régions étudiées par le Programme national de surveillance. Pourtant, il n'est mesuré que dans 2 provinces. » Et donc, il y a juste en Colombie-Britannique et en Ontario où on avait mesuré le glyphosate. Et le rapport dit « Les futures activités de surveillance doivent englober le glyphosate dans tous les milieux environnementaux en raison des ventes élevées du produit. » Et j'ai eu la confirmation hier que, pourtant, Environnement Canada ne mesure toujours pas le glyphosate en Atlantique. Pour les endroits où on l'a mesuré dans ce rapport, il y a en Colombie-Britannique, dans la vallée de Fraser, le rapport dit « Les plus fortes concentrations mesurées dans les eaux de ruissellement ont été celles de l'herbicide glyphosate. De son produit de transformation, la MPA, donc le glyphosate se transforme dans l'environnement graduellement. Et son premier produit de transformation, c'est un composé qu'on appelle la MPA, qui est lui aussi toxique. Et on le rencontrait en grosse concentration. Donc, les concentrations varient entre 2000 et 9000 nanogrammes par litre dans la vallée de la Fraser, en Colombie-Britannique. Donc, il est clair pour nous, peu importe ce que va dire certains intervenants, il est clair pour nous que le contaminant, le glyphosate, comme d'autres pesticides, peut se retrouver éventuellement dans l'eau. Même s'il est vrai que le glyphosate l'utilisation qu'on fait du glyphosate en agriculture, c'est pas la même que le glyphosate qu'on fait en foresterie, n'empêche que les mécanismes de dispersion du glyphosate dans l'environnement vont être les mêmes. Donc, c'est vrai que le glyphosate a tendance à être retenu par les sols, donc les particules, mais ça, c'est vrai surtout dans les sols qui sont riches en argile et en matière organique. Et dans ces sols-là, il peut persister et résister à la dégradation pour plus d'1 an. Par contre, les mécanismes qui peuvent faire en sorte que le glyphosate se retrouve dans les cours d'eau, on trouve, par exemple, si on a un sol qui est pauvre en argile et en matière organique, donc un sol qui est sableux, le glyphosate va se déplacer beaucoup plus rapidement dans les sols. Ensuite, il y a une partie du glyphosate qui va quand même se retrouver dissous. Vous savez, en chimie, il y a toujours des équilibres de solubilité. Une substance va préférer rester à l'état solide, mais il y a toujours une partie qui va se retrouver soluble. Et ça, c'est particulièrement vrai au niveau du glyphosate pour la matière organique dissoute. Parce que vous savez, dans les sols, il y a de l'eau, mais il y a aussi de la matière organique qui est dissoute, donc qui va migrer facilement. Si le glyphosate a une tendance à s'associer à cette matière-là, au lieu de rester dans les particules, elle va bouger beaucoup plus rapidement et va migrer vers les cours d'eau. Il y a l'érosion aussi, l'érosion par l'eau, l'érosion par le vent, qui va éventuellement amener des particules qui sont riches en glyphosate vers les cours d'eau. C'est un autre mécanisme. Même si on fait attention, la pulvérisation aérienne de glyphosate fait en sorte qu'il va y avoir des gouttelettes qui vont rester dans l'air assez longtemps pour éventuellement être transportées par le vent et transportées vers les cours d'eau.
Et bien sûr, on sait à quel point le glyphosate est toxique à court terme pour certains organismes, et c'est la même chose en milieu aquatique. Donc, le glyphosate, une fois en milieu aquatique, va avoir une toxicité pour différents organismes comme les algues ou les amphibiens. Et donc, je laisse la parole maintenant à Céline. Oui, merci, Luc. Donc, comme mon collègue vient de bien l'expliquer, on voit que le glyphosate peut se retrouver dans l'environnement. Mais qu'en est-il de la santé humaine? En fait, quand on regarde les risques de l'épandage du glyphosate en forêt, il y a en fait presque pas d'études qui existent. La seule que j'ai réussi à trouver, c'est une étude qui a été faite en Colombie, où est-ce qu'on montre que l'épandage aérien de glyphosate va causer une augmentation des consultations médicales, surtout liées aux problèmes dermatologiques, donc des problèmes de peau, des maladies respiratoires, et il semble aussi avoir un lien avec l'augmentation des fausses couches dans ce contexte-là. J'ai aussi vu une étude qui date de 2009 qui montre que des populations qui sont dans des régions où est-ce qu'il y a de l'épandage aérien ont des concentrations plus élevées de glyphosate dans leur urine. Le problème qu'on a avec l'exposition en milieu forestier, c'est qu'on va se retrouver dans des milieux où est-ce qu'il y a très peu de population qui y habite. Donc, c'est des milieux ruraux, c'est des milieux aussi qui sont des forêts où est-ce qu'il n'y a pas d'habitation. Donc, c'est vraiment très difficile de faire des études épidémiologiques sur les populations qui utiliseraient ces habitats-là. Donc, il faut reconnaître qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On ne connaît pas l'effet sur la santé de cet épandage-là. Cependant, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que nous sommes tous exposés au glyphosate. Donc, on peut détecter le glyphosate dans l'urine à chaque fois qu'on a fait des études où est-ce qu'on étudiait cette concentration-là, on était capable de la détecter. Et ça, à mesure que les limites de détection se sont améliorées dans le temps, on va voir que de plus en plus de pourcentage de la population étudiée, on va détecter, ça peut aller jusqu'à 90-95% de la population étudiée où est-ce qu'on va détecter le glyphosate. Ça ne veut pas dire qu'on dépasse les normes, mais ça veut dire qu'on le détecte et donc qu'on est exposé. Ce qui est aussi intéressant à voir dans la littérature, c'est qu'on a une étude en Californie sur des travailleurs du milieu agricole où est-ce qu'on a comparé des populations en 93 et 96 et des populations en 2014-2016. Et ce qu'on voit, c'est une augmentation de 5 fois les concentrations de glyphosate dans l'urine entre le début des années 90 et le milieu des années 2010. Donc, c'est quand même, ça va aussi avec l'augmentation du glyphosate de façon générale dans le monde. Donc, il est clair qu'on a une exposition historique qui date du début de l'utilisation du glyphosate. On a commencé à l'utiliser dans les années 70, ça a vraiment augmenté beaucoup dans les années 90 et ça augmente toujours depuis. Ce qu'on voit aussi dans la littérature, c'est que les concentrations les plus élevées chez les humains sont pour des travailleurs du milieu agricole, plus qu'au niveau environnemental, donc quand on parle de l'exposition à travers la nourriture, par exemple. Donc, quand on parle d'effets sur la santé, je vous ai parlé d'exposition. Maintenant, qu'est-ce que les maladies qu'on va retrouver? On parle énormément du cancer quand on parle du glyphosate. C'est ça qui va être le plus entendu. Et on sait qu'en 2015, l'Agence internationale de recherche sur le cancer a classé le glyphosate comme cancérigène probable. Cette classification-là est très controversée et a été contestée par plusieurs agences réglementaires, dont Santé Canada, le USPA, les agences en Europe et l'OMS. Par contre, l'Agence internationale de recherche sur le cancer maintient sa position et le réémise en 2018. Donc, le débat scientifique demeure entier. Il n'y a pas de consensus. Ça dépend vraiment quelles études qu'on rentre, comment on considère la différente recherche qui est publiée. En 2019, il y a une méta-analyse d'études épidémiologiques et de modèles animaux qui a été publiée et qui suggère qu'il y aurait un risque accru, en particulier pour le lymphome non-hodgkinien. Et on sait aussi que c'est cette même maladie-là qui a été amenée en cours, donc un procès qui a été gagné. Vous avez 5 minutes qui restent. Parfait, merci beaucoup. Donc, un procès qui a été gagné en 2019 et la décision vient d'être soutenue en mai 2021
où est-ce qu'on reconnaît ça. Donc ça, c'est un cas en cours, c'est pas tout à fait la même chose que faire une revue de littérature scientifique. Donc ça, c'est pour le cancer. Donc il demeure qu'on n'est pas sûr, il n'y a pas de consensus scientifique. Il y a d'autres maladies qui peuvent aussi être liées au glyphosate. Et il y a vraiment une grosse incertitude autour de la maladie de Crohn. Ce qu'on sait, c'est que le glyphosate est capable de modifier le microbiome intestinal, donc toutes les bactéries qu'on va retrouver au niveau de notre intestin, au niveau des rats, donc des études sur des modèles animaux. Et en particulier, les jeunes rats sont plus affectés que les rats un peu plus vieux. Donc, il y a vraiment une évaluation qui est nécessaire chez les humains et en particulier chez les enfants. Et il y a d'autres problématiques de santé qui sont certainement étudiées, les maladies respiratoires, les problèmes dermatologiques au niveau du système reproducteur, la maladie de Parkinson en sont des exemples et je serais contente de répondre à des questions à ce sujet. Au Canada, il existe peu d'études canadiennes qui vont nous permettre de comprendre l'état de l'effet du glyphosate sur les populations humaines. Donc, il y a l'enquête canadienne sur les mesures de la santé qui a duré pendant 12 ans, qui mesurait plus de 280 contaminants, mais on ne mesurait pas le glyphosate. L'Agence canadienne d'inspection d'aliments va, elle, rapporter que 30% des aliments qu'elle a analysés contenaient des traces de glyphosate. Peu dépassaient les normes de santé, mais il demeure que ces traces-là existent. Et c'est jusqu'à 50% dans les grains qui sont une des cultures où est-ce qu'on utilise le plus le glyphosate. Donc, en fait, malgré que le glyphosate est le pesticide le plus utilisé au monde, il existe très peu d'études à grande échelle sur l'exposition ou sur les effets sur la santé. Et ça nous amène, ça amène les différents chercheurs à dire qu'on a besoin d'études épidémiologiques compréhensives pour confirmer la sécurité du glyphosate chez les humains et pour améliorer les recommandations et les normes qu'on utilise pour en faire sa réglementation. Quand on parle de santé, c'est important de regarder la santé dans son ensemble et de considérer les déterminants de la santé. Je ne vais pas m'éterniser ici, autre que de dire que quand on parle de santé, il faut vraiment regarder l'humain dans son contexte global, puis regarder toutes les échelles dans lesquelles il interagit et les différents contaminants auxquels il va être exposé, les différents facteurs socio-économiques, socio-culturels et l'environnement dans lequel il va agir. Donc, c'est important de comprendre les effets synergiques. Et c'est important d'utiliser un principe de précaution aussi, car c'est presque impossible d'obtenir des preuves absolues d'effet. Donc, on est rendu à notre partie de recommandations et je vais laisser la parole à mon collègue. Donc, notre première recommandation serait étant donné ce qu'on a présenté, étant donné l'état de connaissance, étant donné le fait que le glyphosate, on pense que le glyphosate, comme tous les autres pesticides, doivent être utilisés au minimum. Autrement dit, de façon ponctuelle, on l'utilise pour un usage précis dans le temps, dans un milieu restreint, lorsqu'il n'y a pas d'autre solution qui est possible. Le Nouveau-Brunswick aussi, c'est la province qui a la plus grande proportion de son territoire qui est traité au glyphosate en foresterie. Compte tenu que le glyphosate peut être remplacé par d'autres solutions qui sont économiquement viables, le Québec a banni la pulvérisation depuis 2001 et la législature du Maine vient d'approuver une telle interdiction. Et compte tenu du manque de connaissances qu'on a au niveau de la santé, au niveau des concentrations qu'on retrouve de glyphosate dans nos cours d'eau au Nouveau-Brunswick, nous recommandons l'arrêt de la pulvérisation aérienne du glyphosate au Nouveau-Brunswick. Ça ne nous semble pas être une pratique qui est prudente et avisée. En plus de cette recommandation-là, on pense qu'on a vraiment besoin d'avoir des évaluations d'impact stratégique et des évaluations d'impact cumulatif pour nous donner un portrait régional des impacts des pesticides en général sur les secteurs forestiers et sur le secteur agricole. Et je pense que c'est extrêmement important aussi d'avoir des évaluations d'impact de la santé qui seraient menées de façon indépendante par le bureau de la médecin hygiéniste en chef. De plus, comme on l'a démontré dans notre présentation, il n'y a pas de surveillance qui est faite pour le glyphosate. Donc, il faut absolument ajouter le glyphosate et les autres pesticides à la liste des paramètres qui sont surveillés par le ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux, en particulier pour la qualité de l'eau des lacs et des rivières, mais aussi au niveau de la santé humaine.
Puis finalement, on ne serait pas capable de finir cette présentation-là sans vous faire cette recommandation-là. Et je pense qu'on l'a démontré à maintes reprises à travers la présentation. Il faut plus de recherche. On n'a pas assez de recherche pour comprendre vraiment bien les impacts du glyphosate sur l'environnement et sur la santé, et ça à l'échelle mondiale, mais certainement à l'échelle du Nouveau-Brunswick. Donc, il faut vraiment financer cette recherche-là et demander plus de recherche pour pouvoir évaluer la pertinence des normes actuelles et les adapter à l'état des connaissances qu'on doit encore établir. Donc, sur ça, on vous remercie de votre attention et on va être très heureux de répondre aux questions. On remercie les interprètes aussi parce qu'on sait qu'on a probablement parlé un peu rapidement. Merci beaucoup. Thank you. Next up, we have Mr. Kuhn. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Serrette et professeur Tremblay pour vos présentations. J'ai demandé mes questions en anglais au cause du vocabulaire et c'est plus technique, un peu compliqué, donc je vais demander les questions en anglais. So I want to ask a little bit about timing because some of the discussion has been around the persistence of the glyphosate in various types of environments. But when you look at some of the literature, for example, the recent paper, peer-reviewed, that was published in the Journal of Immunotoxicology by Professor Félix et Pelletier from the Faculty of Medicine at the University of Laval. They did an extensive review of impacts on animal health from the literature, and they found cellular effects, digestive effects, cerebral effects, cardiovascular effects, and reproductive effects. And Professor Serrette, you mentioned, I believe, miscarriages in your presentation. And in fact, I found a paper that was published in Environmental Health Perspectives by researchers from Health Canada's Bureau of Reproductive and Child Health from 2001, where they were looking at the miscarriages and stillbirths with a variety of pesticides, including glyphosate, and they found a clear association for late miscarriages with exposure to glyphosate, but pre-conception exposure, so before conception. So I'm wondering, this suggests that the timing of exposure is an issue. It's not just that it persists at a certain time in the environment, perhaps, but the timing of a short-term exposure can have significant impacts. This is dealing with animal health in the one paper, but in the other paper with human health. So I wonder if you could comment on the timing of exposure for animals and humans in terms of what's at work there. Yeah, that's. I'm not sure. Je vais répondre en français. Pour les mêmes raisons que vous, c'est plus facile de trouver les termes techniques quand on parle dans sa langue. Oui, absolument. Il y a des périodes de vulnérabilité critique face aux contaminants. Je n'ai pas étudié le glyphosate de façon extensive. J'ai beaucoup plus travaillé sur les métaux, mais on sait que certains des métaux vont avoir des effets au niveau du développement fœtal ou ensuite de ça dans des périodes critiques du développement une fois qu'on est né. Je pense en effet que le glyphosate, il y a un manque d'études criant. On commence à avoir des études au niveau de modèles animaux, au niveau cellulaire, et dans ces études-là, on voit ces effets-là. Et ça, c'est clair dans beaucoup de la littérature qu'on va retrouver, mais on a peu d'études au niveau des populations humaines qui vont nous permettre de vraiment
comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des populations humaines, autres que des études épidémiologiques, où est-ce que souvent on va voir des effets, mais on n'a pas nécessairement une idée claire de l'exposition. Donc, on va estimer l'exposition, et ça, c'est toujours problématique pour pouvoir avoir des résultats qui sont clairs. Mais par rapport à des périodes de vulnérabilité, je pense qu'en effet, il va en avoir et ils ont besoin d'être plus étudiés. Et l'autre chose par rapport à la persistance du glyphosate, ça, je pense que c'est vraiment important de se rappeler que quand on utilise un pesticide de façon aussi régulière et aussi intensive que ce qu'on va faire avec le glyphosate, ça veut dire qu'on a toujours du nouveau stock qui arrive dans l'environnement. Et donc, même si ce pesticide-là se dégrade, il y en a du nouveau qui vient le remplacer. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des effets au niveau des animaux qui habitent les environnements exposés, comme qu'on peut avoir des effets au niveau des populations humaines qui sont exposées à ces mêmes pesticides-là. J'espère que ça répond un peu à la question. Finalement, c'est une vraie réponse de scientifique qui dit on a besoin de plus de données, on n'est pas capable de tout comprendre à ce moment-ci. Yes, thank you. Well, we've heard this from other scientists who presented to us as well, particularly given the costs of the kinds of long-term studies, both in the laboratory across generations of test organisms or in the field can be expensive. But sticking with the idea of time, here again, the other side of this is there are particular vulnerabilities in time for exposure, but the other field that has emerged recently is a field of epigenetic transgenerational inheritance. C'est la raison que je parle en anglais. Epigenetic transgenerational inheritance. So this is a case where exposure occurs, but there is no obvious toxicological effect on the organism exposed, or even their direct offspring, but in their grand offspring or great-grand offspring, you see significant toxicological effects. And there was a study published in 2019 looking at glyphosate in this way on, this was in the lab, looking at it on rats. And so pregnant rats were exposed to glyphosate, no impact on those pregnant rats, no impact that was discernible on their offspring. But when it came to their grandchildren, I guess, and great-grandchildren in the rat world, they saw increases in prostate disease, obesity, kidney disease, ovarian disease, and some other birth abnormalities. So this is again a question of time. Can you comment on are you familiar with this field, and can you comment on what the implications of this might be for spraying glyphosate? Encore, pour le glyphosate, je ne serais pas capable de commenter pour le glyphosate, mais c'est vrai de d'autres contaminants aussi. Donc, on voit de plus en plus de ces études-là qui regardent à l'épigénétique et qui vont voir qu'on a des effets dans les générations qui viennent. Donc, les petits-enfants, les petits-petits-enfants peuvent avoir des effets qui sont dus à l'exposition de la grand-mère. Je pense qu'il y a aussi des études, puis ça c'est pour élargir un peu, c'est on vit dans un air chimique et les contaminants évoluent dans le temps. Donc les contaminants auxquels ma grand-mère a été exposée ou ma mère a été exposée sont différents de ceux que moi j'ai été exposée, sont différents de ceux que mes enfants ont reçu. Et ça aussi, ça a un lien en termes de l'intergénérationnel. Le fait qu'on est affecté par des contaminants qui évoluent dans le temps fait aussi qu'on peut avoir ces différences épigénétiques-là qui vont venir être, qui sont superposées
par des expositions à d'autres contaminants. Et ça, c'est extrêmement difficile à étudier parce qu'on rentre dans toute une dynamique de synergie, de mécanismes qui seront différents et de maladies qui vont aussi avoir des timelines qui sont différents. Donc, en termes de développement des différents systèmes qu'on a dans notre corps, ça se fait à différents moments. On a des moments de vulnérabilité à travers la vie. Donc, je pense que c'est un domaine qui est naissant. On commence juste à comprendre ces dynamiques-là. C'est pour ça que le principe de précaution, il est très important. Surtout quand on parle d'un contaminant qu'on utilise peu, mais qu'on utilise énormément. Merci, Dr. Surratt. I have a quick question for Dr. Tremblay, or Professor Tremblay. And that is, can you explain a little bit about the breakdown products of glyphosate? You mentioned it very quickly, a breakdown product, and it went by really fast. So could you explain what that is and how that persists, or if it does? Donc, la seule chose que je sais sur ce composé, donc, quand les micro-organismes ou même il peut y avoir des paramètres qui sont pas biologiques, là, qui vont dégrader la molécule. La molécule va être, disons, sensible à certaines transformations. La première transformation va faire en sorte que le glyphosate va se transformer en un composé qui a un long nom, là, mais dont l'acronyme c'est AMPA. La seule chose que je sais sur ce composé-là, c'est qu'il semble persister aussi longtemps que le glyphosate et être aussi toxique que le glyphosate. Donc, ce qui fait que moi, si j'avais une recommandation en tant que chimiste, vous avez vu, on fait pas d'analyse au Nouveau-Brunswick. On ne sait pas s'il y a du glyphosate dans les sols, dans les cours d'eau, on ne sait pas. Et donc, je pense que une bonne chose, et c'était une de nos recommandations, ce serait de commencer à mesurer ça. Ça fait partie du mandat du fédéral de le faire. Mais le glyphosate ne fait pas partie de son mandat en ce moment. Mais bref, il faudrait mesurer le glyphosate et il faudrait aussi mesurer ce premier produit de dégradation-là, qui est la MPA, parce qu'il provient du glyphosate et il est aussi toxique et persistant que le glyphosate, selon ce que j'ai lu. Merci beaucoup.